Ok, donc bonjour à tous. Merci d'être là pour notre talk sur Electron. Donc on va vous montrer donc comment faire des applications desktop avec des technologies web. Et on va voir comment du coup faire du desktop, c'est cool. Nous on aime beaucoup la techno, donc j'espère que on arrivera à bien vous faire passer les concepts et notre enthousiasme pour cette techno. Donc bonjour, moi c'est Yvonique Frein. Je suis consultant chez Zenica. Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à Electron? C'est que déjà, depuis un certain temps, j'ai travaillé sur des frameworks web comme Angular ou React. Et quand on m'a dit que c'était possible d'en faire dans du desktop, tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Donc moi c'est Eric Briand, donc ça fait une dizaine d'années que je suis développeur un peu touche à tout. Donc je fais du back, du front, du Java, du JavaScript, tout ça. Donc je suis consultant à Zinc à Nantes et je suis aussi co-organisateur du Docker Meetup à Nantes. Donc voilà, donc il y a pas que le dev qui m'intéresse, il y a un peu le Ops aussi. Et donc je suis venu à m'intéresser à Electron en fait parce que quand GitHub a sorti son éditeur Atom, je voulais voir un peu comment c'était fait à l'intérieur et du coup c'est du Electron derrière. Donc pour notre talk, ce que je vous propose, c'est que d'abord on va définir ce que c'est Electron. Donc qu'est-ce que c'est vraiment le framework, ses principes, son historique, sa culture. Après on va parler un peu de l'écosystème, tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour d'Electron. On va parler après de l'architecture logicielle d'une application Electron. Donc ça va nous permettre de voir comment ça fonctionne. Et derrière, on va voir que ça marche. Donc, on va faire un peu de live coding, donc enfin, surtout Ionic. Et après, on va parler un peu de tout ce qui est stratégie de build, parce que c'est bien beau d'avoir fait du code, mais après, il faut le livrer. Donc, on va voir le testing, le packaging. Et à la fin, on va partager un peu avec vous ce qu'on pense, voilà, les points forts, les points faibles. Et puis, je pense qu'on aura un peu de temps pour des questions. Donc déjà, juste pour savoir, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens encore qui font de l'application desktop en 2016? Une personne. Et tu fais ça en quoi? Ok, ça marche. Généralement, en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas très content de faire du desktop, voilà. Donc moi qui est javaïste, quand on me demandait de faire du swing ou des choses comme ça, j'étais pas très content. Donc, mais ça a encore quand même vachement d'intérêt en fait de faire du desktop. Typiquement, même s'il y a pas mal d'API, actuellement on peut pas accéder à toutes les fonctionnalités de l'OS host. Tout simplement, déjà rien que pour des problèmes de sécurité. Enfin, si n'importe quelle page web pouvait faire n'importe quoi avec votre machine, il y aurait des gros problèmes. Il y a aussi le confort d'utilisation. Typiquement, un site web, il y a possibilité de mettre des raccourcis clavier, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Et voilà, les menus contextuels, les menus système, enfin voilà, c'est des choses qu'un site web actuellement peut pas, a pas vraiment de réponse pour ça. Pareil, pour être sur les stores, il faut une application. Enfin, on peut pas mettre un site web actuellement dans les stores. Et on voit bien que voilà, avec le mouvement du mobile et puis maintenant sur OS X et Windows, il y a vraiment une généralisation des stores. Et cette monétisation, voilà, on peut pas passer à côté. Donc c'est pour ça qu'encore faire des applications desktop, c'est un intérêt. Et le dernier point que je voulais marquer, en fait, c'est aussi la visibilité sur le poste. Voilà, au jour le jour, on va lancer des applications sur notre poste, on va lancer un Chrome, on va lancer je sais pas quoi, enfin on va lancer plein de choses. Et du coup, on a un icône, on a une identité visuelle. Enfin vraiment, c'est quelque chose où on voit que voilà, on va coder tout à l'heure, on va utiliser Atom. Donc c'est vraiment on identifie un logiciel plus facilement qu'un site web finalement sur une machine. Il y a aussi ça rejoint un peu le confort d'utilisation. Il y a des études qui montrent quand même que même si finalement une application est en mode desktop et une application sur le web, la productivité de quelqu'un est quand même supérieure sur le desktop, rien que pour tout ce qui est confort d'utilisation. Et du coup, on peut se poser la question aussi, pourquoi faire utiliser des technologies web pour faire du desktop? Tout simplement, voilà, on est en 2016, l'écosystème web est juste énorme. Il y a du routing, du templating, du styling, du tout ce que vous voulez. Il y en a partout, tous les jours, tous les jours. Bon, je pense que s'il y a des développeurs qui utilisent JavaScript dans la salle, ils savent de quoi je parle. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. La communauté, elle est juste énorme. Enfin voilà, tous les jours, on trouve des nouveaux produits. Il y a voilà des dizaines de milliers de personnes qui l'utilisent. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Et surtout, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tout cet écosystème, finalement, il est complètement open source. Enfin, actuellement, un framework web, si vous l'utilisez,
Enfin, il faut qu'il soit open source. Enfin, ça devient même, on vient même plus à penser de dire, bah, je vais utiliser une librairie, je sais même pas comment elle est écrite à l'intérieur. Les performances, pareil, on n'est plus du tout dans les années 2000, quoi. Enfin, en 2000, le JavaScript était juste banni, c'était quelque chose de lent, buggé, etc. Maintenant, le JavaScript, c'est quelque chose, bah, voilà, qui est très rapide. Enfin, depuis l'avènement de V8, on est quasiment avec du natif. Enfin, on utilise tous du JavaScript dans tous les sens et on se dit jamais c'est lent. Enfin voilà. Et surtout, bah, objectivement, c'est très simple à développer. Enfin, les techno web, on rentre dedans très facilement. Puis c'est l'un des critères aussi de sélection de framework. S'il faut que je me paluche une doc de 150 pages avant de pouvoir commencer ma première ligne de code, on ne l'utilise pas tout simplement. Donc c'est avec tout ça en tête que donc GitHub a créé Electron. Donc Electron, donc c'est vraiment un framework pour créer des applications natives, donc cross-platform, avec des technologies web. Donc cross-platform, ça sous-entend donc les plateformes majeures, Linux, macOS et Windows. Donc que ça soit 32 bits ou 64 bits. Donc le projet il date de mi-2013, il a commencé en mi-2013 donc pour qu'il puisse sortir donc l'éditeur Atom. Et donc ça a été open sourcé juste après la sortie de Atom, donc à peu près en mai 2014. Donc maintenant bah voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que c'est open source. Et donc à la base ça s'appelait Atom Shell. Donc c'était vraiment juste pour l'éditeur Atom, et bon, bah, ils se sont dit, bah voilà, le framework est vraiment simple d'utilisation, donc ils l'ont open sourcé et rendu disponible à tout le monde. C'est développé en C++, donc si vous voulez participer au projet, bah va falloir être développeur C++ par contre. Mais bon, on va voir que derrière, vous n'allez pas faire de C++. La vision macro donc d'Electron, bah finalement quand on regarde Electron, on voit qu'il y a 3 technos à retenir. C'est Chromium, Node et V8. Donc Chromium, c'est la version open source de Chrome, donc c'est Chrome sans toute la surcouche analytique, etc. de Google. Node.js, donc c'est un serveur d'application JavaScript pour faire vos applications back-end JavaScript. Et donc les deux tournent sur le même moteur, donc c'est V8, donc le moteur de chez Google pour interpréter le JavaScript. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réinventé la roue, GitHub. Ils ont pas essayé de faire un nouveau standard ou se dire bah voilà, V8 c'est pas assez performant pour nous. Enfin, ils ont vraiment dit bah on veut quelque chose qui soit vraiment simple d'utilisation et surtout on veut pas changer les habitudes des gens. Et donc du coup ils prennent juste sur eux par contre de vous intégrer tout ça et de rendre l'utilisation de toutes ces technos très facile, de manière très facile. Après, il y a aussi, l'une des raisons pour lesquelles on fait de moins en moins de desktop aussi, c'est typiquement c'est qu'il y a pas mal de problématiques qu'on a quand on fait du desktop alors qu'on n'a pas quand on fait du web. La première problématique, typiquement, c'est la mise à jour. Un site web, c'est pas compliqué à mettre à jour sur un poste client, il rafraîchit la page et hop, c'est à jour. Une application sur un poste client, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre en place des stratégies de déploiement, etc. Electron, ils ont directement mis dedans la possibilité d'utiliser des serveurs d'appeler de la mise à jour automatique. Donc ils utilisent des frameworks pour ça. Ils ont aussi mis tout ce qui est intégration native, donc des menus, des notifications, donc tout de suite pour faire un rendu beaucoup plus natif. Tout ce qui est reporting, pareil, quand il y a un crash serveur, enfin on a des logs au niveau du serveur, mais quand c'est sur le client, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les logs. Donc ils ont tout de suite pensé à Electron pour pouvoir rendre ça simple. Le debugging, le profiling, quand on regarde le slide d'avant, c'est que des technos qui existaient déjà, du Chromium, du Node.js. Donc vos outils que vous utilisiez avant, ils sont toujours d'actualité. Donc ça, c'est un gros plus, c'est qu'en gros, on n'est pas obligé d'apprendre encore des nouveaux outils, des nouvelles choses pour débugger notre appli. Le dernier point aussi, c'est qu'il vous simplifie la vie pour tout ce qui est packaging, donc les Windows installers au niveau des App Store, etc. Donc ils ont rendu ça très simple. Au niveau de l'activité, donc le projet est sur GitHub, donc il y a à peu près 35 000 stars. Donc 35 000 stars, c'est un projet qui a finalement à peu près aussi qui a à peu près autant de succès que le langage Swift par exemple ou Rails. Donc c'est quand même deux produits qui sont très très connus. Et Electron finalement à peu près autant de nombre de stars. Il y a 4000 forks, donc voilà, vous pouvez vous-même faire une nouvelle version d'Electron s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Et il y a à peu près 450 contributeurs. Donc c'est un projet sur GitHub, tout le monde peut contribuer, mais finalement 450 contributeurs actuellement c'est pas énorme. Comparé à un projet comme Docker qui a à peu près la même notoriété sur GitHub, Docker c'est 4 fois plus de contributeurs par exemple. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire des PR, ils n'attendent que vous. Au niveau des releases,
Bah, c'est un truc qui nous a vraiment surpris, hein. C'est que c'est vraiment très 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 actif. Enfin, depuis juillet 2014, 250 releases. Donc leur objectif, à peu près, hein, c'est une release toutes les semaines et une majeure tous les mois. Enfin, si vous faites le calcul, on est un peu plus que ça actuellement. Donc typiquement là, juste pendant le talk avant, on a vu qu'il y avait une nouvelle version, donc on a mis à jour notre slide. Enfin, c'est juste tous les jours, on est obligé de regarder s'il n'y a pas de nouvelles versions. Après, vous inquiétez pas, ils ne cassent pas tout le temps. Mais alors, pourquoi les releases sont si fréquentes? Si on se rappelle, ils sont basés donc sur V8, Chromium et Node.js. Ils essayent au maximum de rester proches des dernières versions de tous ces produits. Donc derrière, forcément, ça va déclencher des mises à jour assez fréquentes, parce que chaque produit a un rythme de release différent. Donc ils essayent de vous donner tout le temps les versions les plus à jour. La version, donc la 1.0, donc elle est sortie cette année. C'est surtout accompagné en fait avec une refonte du site et la mise à jour de toute la documentation qui est vraiment bien faite. Vous pouvez noter, hein, la question suivie d'hier, c'est combien de fois on va dire que la doc est bien faite pendant ce talk, mais elle est vraiment bien faite. Un petit point aussi pour les développeurs Node qui ont l'habitude donc de tout ce qui est SEMVer. Donc on pourrait penser que c'est du SEMVer, mais en fait c'est pas du SEMVer, donc Semantic Versioning, ce qui vous permet d'automatiser les mises à jour, etc. Là ils vous mettent en garde par contre. Ils ne peuvent pas appliquer le SEMVer tout simplement parce qu'ils ils ont des adhérences avec des projets comme Chromium, Node.js et V8, et donc ils ne peuvent pas vous garantir qu'il n'y a pas de breaking change à chaque mise à jour. Donc ce qu'ils vous recommandent, c'est de toujours vous caler sur une version précise d'Electron, et si vous voulez mettre à jour, vous mettez à jour vous-même et après vous refaites passer tous vos tests. Vous ne pouvez pas le faire en automatique. Donc l'idée d'Electron finalement, et c'est pas nouveau, c'est avant il y avait eu il y a toujours d'ailleurs le projet NodeWebKit, donc NWJS, je ne sais pas trop comment on prononce maintenant parce qu'il a été renommé. Donc c'est un projet en fait qui est derrière, c'est Intel. Donc c'est des concepts, c'est les mêmes technos, mais les concepts sont un petit peu différents. Typiquement, on va voir, hein, Electron, le point d'entrée c'est un JS, alors que NodeWebKit c'est un HTML. Donc ça donne pas les mêmes possibilités. Enfin, on n'a pas creusé après, on n'a pas essayé de faire un POC avec, mais de manière générale, notre WebKit a l'air moins facile d'accès. Après, ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup d'applications avec. Côté Facebook, il y a React Native. Donc React Native, je pense que vous connaissez à peu près tous, hein, c'est l'un des projets du moment qui fait beaucoup parler de lui. C'est un projet donc plus pour tout ce qui est mobile, mais actuellement ils sont en train vraiment de travailler surtout maintenant pour faire des applications natives mais desktop. Donc Microsoft et Facebook typiquement, ils ont travaillé ensemble pour que le store Windows 10 permette de faire des applications React Native. Et il y a aussi, voilà, il y a des gens dans la communauté qui ont fait aussi des applications natives macOS avec du React Native. Donc c'est un projet aussi à surveiller. Les applications qui utilisent Electron, je pense que vous en avez déjà tous au moins utilisé une. Donc la première forcément, c'est Atom, hein, donc ça a été fait pour ça. Donc après l'application desktop de Slack, donc pareil, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du Slack, c'est du Electron. Le nouveau IDE de chez Microsoft, Visual Studio Code, c'est du Electron derrière. Le Kitematic, par exemple, pour les gens qui connaissent Docker, c'est Kitematic, donc c'est un petit projet pour faire du Docker un peu plus visuel. C'est aussi du Electron. Et les gens qui ont fait du reste, ils connaissent Postman, donc Postman aussi c'est du Electron. Mais ce qui est impressionnant finalement, c'est qu'il y a énormément d'applications en fait en Electron. Il y en a des gratuites, des payantes, des open source, des pas open source. Vous impose rien donc, et tous les jours il y en a de nouvelles. Typiquement, si vous avez une application en Electron, hein, vous pouvez vous rajouter dans la liste de chez GitHub. Hein, vous faites une PR et vous dites, moi j'ai fait une application Electron, mettez-moi sur votre site. Et du coup, vous apparaîtrez. Ils essayent aussi de faire des posts de blog pour parler des nouvelles applications Electron. Donc c'est vraiment un écosystème qui change beaucoup. Et voilà, tous les jours il y en a des nouvelles et vraiment c'est vraiment intéressant. Ok, alors si on passe maintenant un petit peu sur l'aspect pratique, l'écosystème Electron se construit tous les jours, même si c'est une technologie qui reste récente. On a pu identifier des plugins selon 4 thématiques, donc ce qui est visuel, un petit peu voilà, comme Bootstrap que vous connaissez sûrement tous. Il y en a qui sont faits spécialement pour Electron, comme par exemple Photon qui permet de faire des composants au design Mac pour Electron. On a des packagers aussi, dont un par exemple qui est fait directement par l'équipe d'Electron,
qui va vous permettre de packager en fait pour les plateformes et les architectures les plus communes, donc Windows, Mac et Linux. Après, il y en a d'autres qui sont faits par la communauté ou voire par des entreprises qui développent des plateformes pour pouvoir packager pour leur plateforme spécifique, par exemple Red Hat. On a tout ce qui est tooling, donc pour aider tout simplement les développeurs dans leur travail au quotidien avec des meilleurs outils de debug ou qui sont spécifiques à la plateforme. Et enfin, voilà, comme en parlait Eric tout à l'heure, tout ce qui est stratégie d'update, il y a un framework qui s'appelle Squirrel qui va permettre de pouvoir travailler tout ce qui est update, mais vous pouvez aussi vous baser sur d'autres stratégies comme par exemple utiliser les releases GitHub ou d'autres genres de choses. Si on se souvient tout à l'heure donc de la vision macro qu'a présenté Eric, et là, si on plonge un petit peu plus dans le sujet, on va voir qu'on va travailler avec deux types de processus. Un type qui s'appelle main process qui va plus représenter en fait votre logique back-end, donc ce que vous pourriez faire habituellement sur vos serveurs. Et ensuite, on va avoir des processus d'affichage, en fait, tout simplement pour gérer vos fenêtres et avec une stratégie de communication qui va être mise en place à l'intérieur pour communiquer entre les deux types. Donc si on regarde un petit peu plus ce main process, qu'est-ce qu'il va faire, quel va être son but? Ça va être tout simplement d'abord de gérer en fait les différentes instances de vos fenêtres. Ensuite, il va s'occuper aussi donc de tous les traitements un petit peu lourds en fait qui vont être liés à la machine directement. Donc, il faut savoir que vous avez accès directement à Node dans ce processus. Donc, vous avez accès à toute l'API Node. Ensuite, il y a le renderer process, donc lui qui va être lié à l'instance d'une fenêtre. Une fenêtre va avoir un renderer process qui va du coup être englobé dans un thread du V8. Et dans cette fenêtre, ça va être tout simplement une page web en fait, comme vous avez l'habitude d'en utiliser tous les jours dans les applications que vous développez. Donc là, vous pouvez utiliser tous les frameworks que vous avez l'habitude d'utiliser. Rien ne change en fait. Il n'y a rien de particulier. Et donc, pour communiquer entre ce main process et ce renderer process, Electron utilise ce qu'ils appellent IPC, Inter-Process Communication. Ils n'ont rien inventé. En fait, c'est déjà utilisé dans Chromium, puisqu'ils ont exactement ce même système de processus avec un processus par onglet. Et du coup, pour pouvoir communiquer entre ces processus, ils utilisent cet IPC. Donc maintenant, on va vous faire un petit live coding d'une application pour créer des mèmes, du coup, histoire de vous montrer un petit peu ce que Electron ça donne en pratique. Et moi, j'ai une anti-sèche parce que c'est un peu long. Donc on va commencer déjà par vous montrer un peu comment s'organise un projet Electron. Donc vous allez voir, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc pour les gens qui font du Node.js, ils doivent s'y retrouver. Donc on va avoir un package JSON qui va définir notre projet. Donc il y a le point d'entrée, donc le main de notre projet. Donc c'est comme ça qu'Electron va comprendre là où il va bootstrapper l'application. Et derrière, on va avoir les dépendances, les npm scripts, enfin voilà, c'est vraiment un package JSON standard. C'est juste que derrière, dans les dev dependencies, typiquement, on va retrouver notre Electron. Ensuite, on va avoir notre point d'entrée, donc le main.js, donc on va avoir derrière comment on va le coder, et le index HTML, donc ça va être notre premier affichage. Et donc dans le index HTML, là on n'est pas trop aidé avec la résolution, mais bon. Mais c'est vraiment finalement c'est qu'un HTML standard. Il n'y a rien de spécifique à Electron dedans. Donc pour pouvoir bootstrapper notre application, donc on va déjà récupérer tout ce qui est API Electron. Donc on va faire un require Electron et on va donc récupérer par exemple l'app. Donc app c'est donc l'application et on va attendre que l'application est bootstrappée. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, quand l'application est prête, donc onReady, c'est là qu'on va commencer on va faire notre premier affichage. Donc pour pouvoir faire notre premier affichage, on va instancier une nouvelle window. Donc c'est pareil, c'est dans l'API Electron, donc c'est une browser window. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier cette browser window et on va lui passer des paramètres d'affichage.
Donc là, typiquement, on va juste mettre voilà, la largeur, la hauteur, mais il faut savoir qu'il y a des dizaines d'options pour dire je veux démarrer sans frame, je veux démarrer de manière invisible, en transparent, enfin avec les DevTools ouverts, enfin voilà, il y a plein d'options par défaut. Et donc derrière, une fois qu'on a instancié notre fenêtre, on va lui dire charge-moi mon index HTML. Donc pour ce faire, on va utiliser load URL et on va pouvoir directement dire va prendre mon index HTML directement en tant que fichier. Et là, on utilise l'API Node PAF pour faire notre join, mais on n'est pas obligé d'héberger notre index HTML quelque part. C'est vraiment directement depuis le système de fichiers. Et donc une fois qu'on a fait ça, après il suffit juste de lancer notre application. Donc on peut lancer l'application directement en faisant un npm start, donc nous avec nos scripts, donc on va démarrer, et hop, on a notre fenêtre. Donc ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'on a juste dit démarre une fenêtre, il nous a appliqué un HTML, et on a déjà des menus, par défaut. Et dedans, typiquement, on va retrouver nos developer tools, et là, on est dans le monde Chrome. Donc voilà, il n'y a plus de... Enfin, je pense que déjà, vous avez déjà retrouvé vos petits. Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai quand on lance une application Electron? En fait, Electron, il y a une command line instruction qui en fait va se charger de lancer tout ce qui est nécessaire au fonctionnement d'une application Electron. Et alors, ce CLI, il s'appelle tout simplement Electron. Donc on peut faire Electron point pour lui dire bootstrap mon application à partir du dossier dans lequel je me situe. Voilà, donc en vrai, c'est ça qui se passe derrière le npm start. Par contre, sur ce point-là, faire attention parce que on va peut-être installer en global Electron et on risque de se retrouver avec des conflits de version entre le Electron de nos nodes modules et notre Electron global. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt d'utiliser le Electron de vos nodes modules. Donc qui est dans node modules.bin et puis ça revient exactement au même, sauf que là, vous êtes sûr de la version que vous utilisez. L'une des recommandations, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure par rapport au versionning, c'est de pointer vers une version bien particulière d'Electron et si vous êtes en décalage, vous avez de fortes chances que ça va pas marcher. Même à un petit niveau, un numéro mineur, des fois, on risque de tout péter. Donc vraiment, la recommandation, c'est toujours de se baser sur un Electron qui est en dépendance locale. Le Electron global n'est pas forcément recommandé. Donc maintenant qu'on a fait notre premier affichage, on va vouloir commencer déjà à faire un petit peu de templating, par exemple côté front. Donc pour ce faire, on va commencer à faire du JavaScript côté renderer. Et en fait, pour faire du code côté renderer, c'est ni plus ni moins qu'une inclusion de fichiers JS dans notre index HTML. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va commencer à afficher une liste d'images. Donc on a bouchonné la liste d'images. Donc ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va faire un peu de templating vanilla. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut Electron ne va pas vous imposer de framework. Il va vous laisser libre. Vous allez utiliser toutes les technos que vous avez l'habitude d'utiliser, du templating, du routing, vous utilisez ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser Bootstrap, vous utilisez Bootstrap, vous utilisez ce que vous voulez. Donc là, on s'est dit, on va faire du templating vanilla. Donc c'est juste pour montrer qu'on n'a pas de framework Electron spécifique pour faire notre rendu. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que donc on est dans le monde Node, que ce soit côté main renderer, main process et renderer process. Et donc on a la même API et le même langage. Il faut savoir que Node, maintenant, gère quasiment l'intégralité des fonctionnalités d'ECMAScript 2015. Donc vous pouvez vraiment coder très facilement. Il y a un autre point vraiment à noter qui est vraiment, alors là, pour ceux qui font du développement web, c'est un soulagement, c'est qu'il y a un seul navigateur à gérer. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah merde, ça va pas marcher avec Internet Explorer, etc. » Là, vous êtes dans Chromium, vous êtes avec l'une des dernières versions de Chromium. Bon, là, on n'est pas la dernière, on est à la 53, il y a la 54 qui est sortie. Mais l'idée, c'est que vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités qui sont vraiment gérées par Chromium. Donc typiquement, là, on a utilisé du Flexbox pour notre petite galerie. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à dire « Ah ben oui, ça va pas marcher dans ce cas-là ». Donc là, vous êtes enfin libéré de ce problème. Alors par rapport à Electron aussi, toutes les killer features un petit peu qu'on utilise en développement sont présentes. Par exemple, le hot reload. Je pense que maintenant vous avez tous du mal à vous passer du hot reload. Il y a un plugin qui a été développé qui s'appelle Electron Connect qui va vous permettre de gérer
le hot reload dans votre application. Donc là, on voit que par exemple, j'ai enlevé le titre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, ma page s'est rechargée. Mais là, je suis côté renderer process. Par contre, si j'effectue une modification côté main process, ce qui va se passer, c'est un petit peu différent, c'est que l'application en fait va être rechargée complètement. Donc c'est quelque chose à savoir aussi quand on utilise ça. Il y a deux autres points en fait qu'on voulait parler à cette étape-là. En fait, c'est le premier point, c'est que là actuellement on fait des dépendances vers des fichiers locaux. Il faut savoir que rien ne vous empêche de faire des dépendances vers des fichiers distants. Par contre, le problème avec ça, c'est que là, vous êtes donc avec un Chromium et desandboxé, donc c'est pour ça que vous avez accès au système de fichiers, etc. Donc si vous faites des dépendances vers des fichiers extérieurs, vous pouvez vous exposer à la problématique de charger des scripts malveillants. Donc là-dessus, dans la documentation, il y a un gros pamphlet sur si vous voulez charger des choses distantes, il va falloir vous-même gérer la sécurité associée à ces chargements. Donc typiquement, si vous voulez recoder un nouveau navigateur, ce qui est possible, hein, il y a des gens qui le font, qui sont très... Comme Brave par exemple, Voilà. qui est le navigateur récemment créé par l'inventeur de JavaScript. Voilà. Et donc vous pouvez le faire, mais c'est à vous de tout refaire à la main. Donc là, ils vont pas, enfin ils vous conseillent, mais ils vont pas le faire pour vous. Un autre point aussi, c'est que on a dit qu'on pouvait utiliser un peu tout ce qu'on voulait comme framework, mais au final, il y a quand même des variables à faire attention parce que typiquement, si on dépend de tout ce qui est, si vous avez des dépendances vers require ou des choses comme ça dans votre framework, Electron, lui, il a déjà injecté ces variables-là. Donc, il risque d'avoir des conflits. Dans ce cas-là, il va falloir changer un peu les globales, etc. Et du coup, on rentre dans un monde un peu plus compliqué. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir quand même. Même si ça va marcher, il va falloir faire attention à certains petits points techniques. Alors, petit point aussi qui est intéressant par rapport aux DevTools, on vous a montré qu'il y avait ceux de Chrome, hein, comme d'habitude, mais ils ont développé un plugin supplémentaire qui ne s'est pas lancé. Ah, bon, on y revient un petit peu plus tard dans quelques secondes. Ok. Donc là, ce qu'on a fait pour l'instant, hein, c'est qu'on a juste instancié une fenêtre, on a chargé un HTML et dedans on a mis un JS pour qu'il nous charge une liste d'images en statique. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est que cette liste d'images soit dans le côté main process. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va utiliser donc le IPC, donc pour pouvoir communiquer entre notre renderer process et notre main process. Donc, IPC, c'est encore une API d'Electron, hein, donc vous allez la récupérer en faisant require. Et derrière, en fait, IPC renderer, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de faire un envoi de messages. Donc, dire, voilà, je veux les mêmes. Donc derrière, côté renderer main process, on va capter cet événement. Donc lui, pareil, il a aussi son IPC. Et on va lui dire, quand tu reçois cet événement, tu vas déclencher quelque chose. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est par exemple envoyer cette liste. À noter, du coup, donc deux choses. Là, on est encore dans le monde de Node. Donc c'est, pour les gens qui font du Node, c'est l'API Event Emitter. Enfin, vous retrouvez vos petits. Donc vous allez pouvoir faire du on et du submit. Notre petit point, c'est que les événements, donc tout ce qui est IPC, c'est que déclenché côté renderer. Le main process ne pourra pas déclencher de message. C'est toujours un renderer process qui va envoyer un message au main process et le main process va décider derrière quoi faire de ce message. Et typiquement, si vous voulez communiquer entre deux renderer process, vous allez forcément passer par le main process. Donc après, voilà, on va dire, une fois que j'ai reçu ma liste, donc on va pouvoir faire notre rendu. Alors, petit point là aussi par rapport au code qu'on produit. Vous voyez qu'on utilise les features de S6. Faut savoir que du coup Chrome à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, implémente 98 ou 97% de S6. Donc là, on n'a pas du tout de transpiler ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous embarrasser de toute cette mécanique. Ouais, voilà. Enfin, c'est les gens qui ont l'habitude de faire le S6 et qui transpilent derrière avec du Babel ou des choses comme ça. Là, ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que Chrome, vous êtes tranquille avec tout ça. Et donc voilà, on a le même rendu qu'avant, mais maintenant, tout ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a communiqué entre le main process et le renderer process. Et donc là, on va voir
cette fois-ci, je ne me trompe pas. Normalement, eh ben, on n'y a pas accès. Bon, On n'a pas de chance. pour quelle raison? Bon, Bon, là c'est les joies du direct. tant pis. Alors, à savoir juste qu'en fait, Electron en fait a développé un plugin en fait pour les DevTools dans lesquels vous avez accès en fait à, par exemple, un linting spécialisé pour Electron, à savoir est-ce que vous gérez bien tous les cas classiques d'une application. Par exemple, est-ce que vous gérez le fait qu'il y a un crash dans votre application. Vous pouvez voir en fait toutes les communications qui sont effectuées entre vos renderer process et votre main process, tout ça directement dans les DevTools du navigateur, ce qui est quand même assez pratique plutôt que de regarder ce qui se passe par exemple dans votre console. C'est plus intéressant. Ils ont vraiment cherché à vous simplifier la vie au maximum. Hein. Il y a des spécificités. Bah voilà, on est en train de faire du desktop et on fait pas la même chose que dans le web. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment essayé de répondre à des problématiques vraiment desktop. Donc maintenant qu'on a fait notre liste en dur, ce qu'on va vouloir, c'est rajouter un fichier depuis notre, de dire, je veux pouvoir rajouter un fichier dans ma galerie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc un petit carré dans notre application. Et dessus, on va juste, quand on va cliquer dessus, donc on va envoyer un message à notre main process pour qu'il puisse nous ouvrir une fenêtre de dialogue pour sélectionner notre fichier. Donc, il faut se rappeler, tout ce qui est dialogue système, c'est le main process qui va les ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'on va envoyer un petit message au main process. Et donc derrière, on va capter cet événement. Et donc pour ouvrir une fenêtre de dialogue, encore une fois, il y a une API côté Electron pour le faire. Donc c'est l'API dialogue. Et derrière, ça va nous permettre de dire, voilà, ici, je vais ouvrir une file dialogue, mais on peut ouvrir d'autres types de dialogue. Et donc, tout simplement, ce qu'on va dire, c'est ouvre la fenêtre de dialogue. Là, tu me dis, voilà, je veux juste sélectionner les images et on va mettre un filtre sur les extensions. Donc, vu qu'on fait des images, on va mettre du JPEG, du PNG. Et une fois que l'utilisateur aura choisi notre fichier, on va déclencher le traitement qu'on veut. Et donc là, pour montrer qu'en fait, on n'est pas limité à une fenêtre, ce qu'on s'est dit dans l'application, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, une fois qu'on a sélectionné notre fichier, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc on relance notre appli. Et donc on va cliquer, on va sélectionner un fichier. Et derrière, on a l'impression qu'on est toujours dans la même fenêtre, mais en fait on a ouvert une nouvelle fenêtre. Et donc ça, en web, ça c'est possible, mais derrière, pour faire communiquer, ça va être compliqué. Donc c'est pour dire que Electron, derrière, ça vous ouvre d'autres possibilités. Vous allez pouvoir faire des applications multifenêtrées. Donc ce qui peut être vraiment intéressant. Donc là, maintenant qu'on a rajouté des fichiers, on va maintenant montrer un peu comment faire des menus et des notifications. Donc là, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est dire quand je clique droit sur un élément de ma galerie, je veux pouvoir le supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une API Electron qui s'appelle menu, et dedans, en fait, on va rajouter donc un menu item. Et de ce menu item, on va dire, je dis qu'il s'appelle delete. Et derrière, en fait, je vais lui associer un comportement. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est qu'on va dire, quand tu vas cliquer droit, ça va ouvrir le menu. Et quand je clique sur le label delete, tu vas déclencher un effacement de fichier. Et donc, pour effacer le fichier, il faut qu'on lui donne l'ID du fichier, l'ID de l'image, forcément. Donc tout ça, je rappelle, on utilise vraiment que du JavaScript et l'API d'Electron. On n'a pas de framework particulier pour faire tout ça. Donc une fois qu'on a notre delete, voilà, on a notre menu item qui s'affiche. Donc derrière, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'une fois que le fichier est effacé, on va vouloir rafraîchir notre fenêtre. Mais surtout, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est d'afficher une petite notification. Parce que quand on efface quelque chose, généralement, on aime bien qu'on soit un peu prévenu. Donc pour faire une notification, on va utiliser la classe notification. Et donc ça, c'est pas une classe de chez Electron, c'est du HTML5. C'est une API HTML5 standard. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va instancier notre
notre petite notification et on va lui donner un petit message gentil pour lui dire que le même a été effacé. Donc ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est que voilà, là on n'est pas en train de faire des choses très très complexes, on est vraiment juste en train de dire affiche une notification, et en fait là, derrière ce que va faire Electron, c'est que ça va vous le rendre cross oui. Ça c'est pour l'anecdote, c'est un petit bug, enfin c'est pas un bug, c'est un comportement de macOS qui désactive les notifications en mode présentation. Donc les premières fois qu'on a joué la présentation, on voyait pas les notifications, c'était un peu gênant. Voilà, et donc là, en fait, en faisant juste une nouvelle notification, on a une notification stylisée macOS. Donc on n'a rien fait de bien particulier pour avoir ce rendu. Et alors, donc dernier point, c'est comment est-ce qu'on package une application. Alors, c'est tout bête. C'est-à-dire que Electron en fait va nous mettre à disposition un utilitaire en fait en ligne de commande qui s'appelle Electron Packager, qui lui va prendre des options pour par exemple définir vers quelle plateforme on veut packager notre application. Donc par exemple pour Windows, on définit l'architecture et par exemple petit mot clé là qui nous a pris du temps à chercher, c'est-à-dire que Electron en fait va créer des packages assez conséquents et en fait Prune va vous permettre de ne pas prendre en compte vos dev dependencies. Ce qui réduit quand même considérablement la taille du paquet. J'ai oublié de lancer la VM pour vous montrer après. Sur Windows. Aïe, petite erreur. Ouais, à mon avis, t'es pas sur la bonne branche. Oui. Ça va mieux marcher sur la bonne branche. Ce qui va se passer en fait quand on va packager une application Electron, hein, ce qu'il va récupérer finalement, c'est qu'en fonction des plateformes qu'on a choisies, il va récupérer l'exécutable, donc il va vous permettre de lancer un Chromium. Il va le récupérer en fonction des plateformes. Donc là, typiquement, on a précisé juste, d'ailleurs c'est rigolo, c'est Win32 Archie x64. Enfin bref, du Windows 64 bits. Et derrière, en fait, ce qu'il va prendre, il va prendre votre code, il va prendre les dépendances de notre module et il va packager tout ça en un seul répertoire. Donc par défaut, ça va être un répertoire, mais vous pouvez aussi le packager en une archive. Typiquement, si vous avez déjà installé un Visual Studio Code ou un Atom, vous n'avez pas un répertoire avec 36 000 fichiers. Donc là, vu qu'on est en mode, on a juste lancé le mode basique de packaging, on va se retrouver avec beaucoup les fichiers DDLL, etc. Ce que vous avez, du coup, il faut noter, hein, c'est que là, on est sur macOS et vous pouvez très bien packager pour du Windows, pour du Linux. Enfin, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est Electron qui va gérer tout ça pour vous. Donc, il n'y a pas la complexité de cross-compilation, ce genre de choses. Alors, du coup, pour les besoins de la démo, j'avais déjà mis le package. Sinon, ce serait un petit peu long. Et donc là, on voit que tous les fichiers qui étaient dans le package et un exécutable pour Windows. Donc là, si on le lance, normalement, tout se passe bien. Voilà, donc là, on a bien nos images. Et si, par exemple, je supprime un élément, normalement, je suis censé avoir une notification Windows qui n'est pas apparue, je pense peut-être à cause de la résolution, mais elle est bien présente dans le centre des notifications. Donc là, on n'a pas fait de code spécifique pour pouvoir faire ça. C'est vraiment Electron qui va dire, ok, là, c'est notification, c'est sur Windows, donc je l'ai fait différemment. Donc voilà, on vous a montré un peu des intégrations natives, mais il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup, même des spécifiques par OS. Typiquement, dans Windows 10, la barre de progression dans votre barre de task, il le gère, le fait d'avoir des shortcuts, des choses comme ça, et on va aller à la suite. Donc, une fois qu'on a codé, ou avant, on peut faire aussi du test. Donc, c'est du Node.js, donc vous avez du test unitaire comme avant. Mais par contre, pour tout ce qui est test d'intégration, vu qu'on n'est pas dans un navigateur standard, ils vous ont simplifié la vie en faisant Spectron. Donc, Spectron, ça va vous permettre de gérer facilement le cycle de vie de votre appli, de démarrer, d'arrêter, de savoir la cracher ou pas. Ça va simplifier vos tests d'intégration. Donc le packaging, on a vu donc Electron Packager. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Donc, vous pouvez faire du 32, 64 bits, Windows, Mac, Linux. Et si je me trompe pas, même ARM Linux est géré.
Et donc pour créer par contre les installeurs Windows, c'est un petit peu plus complexe, c'est pareil pour les App Store, donc il y a des certificats, des trucs à signer. Et donc par contre là il y a de la documentation qui vous guide pour faire tout ça, même si Electron va pas le faire pour vous, mais c'est quand même pas compliqué à mettre en place. Pour tout ce qui est gestion des mises à jour, donc il n'y a pas de mystère, à un moment ou à un autre il faut exposer un service qui va vous dire les dernières versions. Donc soit vous vous basez sur les GitHub Release, donc ce qui est pas déconnant vu que c'est un produit GitHub, on reste dans le même monde. Soit vous pouvez directement faire tout à la main. Donc il y a des produits par exemple qui s'appellent Electron Release Server. Donc l'intérêt derrière, c'est que vos clients, ils vont détecter automatiquement les mises à jour et ils vont se mettre à jour automatiquement avec un produit qui s'appelle Squirrel. Donc Squirrel, c'est un produit qui est déjà utilisé ailleurs, mais c'est pas de chez GitHub. Il y a aussi toutes les problématiques donc de crash reporting. Donc c'est pareil, vous pouvez avoir un serveur chez vous qui va capter toutes les erreurs de vos clients et les erreurs seront remontées automatiquement. Alors, quand on a découvert Electron, il y a pas mal de choses qu'on a quand même bien aimées. Je vais le redire, je pense que vous en avez marre. La documentation, elle est très bien faite, mais vraiment. C'est un très bon point d'entrée. En quelques minutes, de toute manière, vous le voyez dans notre étape 1, c'est qu'en quelques minutes, on peut avoir sa première fenêtre qui s'ouvre et limite, on n'a pas besoin de plus en fait pour faire une application. Et ça, c'est vraiment génial. Du coup, en termes de courbe d'apprentissage, vu que le périmètre d'Electron en termes d'API est restreint vraiment à la gestion des fenêtres et à la gestion des interactions natives, la courbe d'apprentissage, en fait, vous connaissez JavaScript, c'est juste utiliser des fonctions. Donc, ça va très vite. Qu'est-ce qui est génial, c'est toutes les librairies qu'on a l'habitude. Au bout de 5 minutes, on met les mains dans le cambouis, on utilise ce qu'on sait utiliser, du coup, il n'y a pas de problème, on va vite. Un seul navigateur à supporter. Tous ceux qui font du web ici, ils ont déjà dû faire de la compatibilité avec IE9 ou j'en passe et des meilleurs. Là, vous utilisez au pire l'avant-dernière version de Chrome. C'est quand même super. Et puis c'est très actif, ça bouge tout le temps, il y a sans cesse des nouvelles choses et tout est à jour. Petit point très intéressant encore par rapport à la documentation, à la sortie de la 1.0, ils ont sorti une application de démonstration dans laquelle vous pouvez voir la majeure partie des API d'Electron avec un snippet à chaque fois et une démo sur laquelle on clique sur un bouton et ça s'exécute. Donc c'est vrai que c'est super pour commencer et en plus si vous allez jeter un coup d'œil, il y a quelques petits fichiers Markdown sur le repo de cette application qui vous expliquent par exemple l'architecture qu'ils ont utilisée, pourquoi. Et c'est vrai qu'au début, quand on bootstrap une application, se poser les questions de comment je nomme mes dossiers, là, ils y répondent pour vous. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qui nous a un peu, je dirais pas déçu, mais qu'on a un peu moins apprécié, c'est que ça abstrait pas totalement les spécificités OS. C'est-à-dire que par exemple, le petit bouton avec la croix sur Mac, faut savoir que ça ferme pas vraiment l'application. C'est juste que ça va la masquer en fait. Et donc du coup, faut gérer le cas de quand l'application elle est masquée, et on va venir quitter l'application. Voilà. Et ils ont privilégié aussi les fonctionnalités qui sont communes à toutes les OS. Je pense principalement aux composants d'interface qui des fois sont pas présents dans d'autres OS. Ils vont pas se concentrer là-dessus en fait. Des fois ils vont le faire et d'autres fois non. Et là il faudra se débrouiller tout seul. La taille du livrable, vous en parlez tout à l'heure. Là, notre application, si je me trompe pas, elle fait quelque chose comme 150 MO quand elle est packagée. C'est énorme. On n'a pas encore poussé les recherches pour essayer de réduire un petit peu plus, mais ça embarque en fait toutes les dépendances, ce qui est assez logique. Après, il faut savoir qu'un Studio Code, là, je l'ai retéléchargé hier, ça fait 30 mégas. Donc c'est juste pour vous dire, il y a quand même moyen d'optimiser ce qu'on fait. Il y a des pistes, ouais. Et petit point négatif, c'est que il n'y a pas de support mobile. Et a priori, c'est pas dans leur roadmap, donc ça restera concentré sur le desktop. Si vous voulez vous tourner vers du support mobile, faudra plus aller vers soit de l'Android ou du React Native, PhoneGap. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je pense qu'on a 1 minute. Et sinon, on a quelques stickers, si ça vous amuse. Des stickers électrons, atomes, voilà. T'as pas de... J'ai une question là, sur la communication avec PC. Ouais. Est-ce que c'est possible de faire de la communication avec PC avec d'autres process? Je pense que ce sera d'autres applis.
Je pense pas que ce soit possible parce que je pense que c'est pas dans l'idée du projet. Après, on n'a pas poussé l'étude jusque là, mais ça m'étonnerait. Mais bon, à vérifier, à vérifier. Après, ce que je sais par contre, c'est qu'on peut lancer des applications extérieures à Electron. Typiquement, tu peux très bien dire j'ai une URL extérieure et lancer un navigateur à côté. Donc je sais pas si ça répondrait à ta problématique, mais après, plus bas niveau, j'avoue que je sais pas. Une autre question? Non, bon bah parfait alors. Merci. On a bien expliqué.